Et donc voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Marshall nous a offert beaucoup de clarté sur ce qui coupe les êtres humains de leur élan de contribution. Et par rapport aux enseignants, moi j'aime leur transmettre ce qui fait que on trouve que les gamins sont peut-être plus difficiles aussi, c'est qu'on ne se voit pas dans notre conditionnement et on ne repère pas la violence qui peut être la nôtre dans les paroles sans avoir d'intention de violence. Donc Marshall, il a vraiment eu de la clarté sur ce qui coupe. Eh bien, la première catégorie, c'est tous les jugements, donc les étiquettes, les généralisations, les comparaisons, les interprétations, la pensée binaire, bien, mal, tort, raison. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est les ordres, les exigences, c'est-à-dire obtenir satisfaction à n'importe quel prix. Alors là, le chantage. Le chantage, les blâmes, les punitions, les sanctions, les récompenses, la culpabilité, la honte. Enfin, la honte, c'est le pied total. Hein. Si je veux un truc, j'ai les moyens de l'obtenir. Par contre, la façon dont l'autre va le faire, ça va peut-être laisser des conséquences dans la relation. Et est-ce que c'est ce que je veux? Moi, je ne crois pas. Et puis la troisième grande catégorie, c'est le déni de responsabilité, à la fois des actions, à la fois des paroles, et puis des sentiments. Donc je suis triste à cause de toi, plutôt que de dire ouais, je suis triste, je vois que j'aimerais être en lien plus souvent. Est-ce que tu serais d'accord pour me partager ce qui fait que sur les 3 derniers mois, on ne s'est pas eu au téléphone, et des choses comme ça, tu vois, des choses comme ça. Et donc je crois que les gamins aujourd'hui réagissent certainement plus fort à notre conditionnement. Et c'est en ça où je les vois comme des maîtres. Et j'aime m'incliner. C'est ce que je disais aux gamins quand je rentrais dans une classe. Merci d'être là. Ils disaient, mais comme pourquoi? Mais parce que si vous n'étiez pas là, moi je ne pourrais pas faire mon job. Alors que si moi j'étais pas là, peut-être que vous auriez une pause et que vous seriez super heureux. Alors merci. Tu citais de Marshall Rosenberg et de récompense et punition, justement. Donc il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube de Marshall Rosenberg dont le titre est Éduquer sans récompense ni punition. Alors j'avoue que je trouve ça très joli comme titre, et en même temps, alors moi j'ai pas encore d'enfant, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait un peu peur, justement. Est-ce que c'est vraiment possible et réaliste d'éduquer vraiment sans punition ni récompense? En tout cas, moi, c'est pas vraiment le modèle que j'ai eu. Et du coup, comment on fait? Est-ce que c'est vraiment possible? Ouais, j'aime bien ton interrogation parce que c'est une interrogation qui m'est souvent partagée, que ce soit dans les conférences, dans les formations. Et moi, ce que j'aime interroger, c'est plutôt les conséquences des punitions et des récompenses. Et j'ai fait un stage il n'y a pas très longtemps avec un groupe de recherche sur l'Académie de Créteil, et j'aurais fait vivre un exercice sur la punition que j'aime beaucoup, qui est se souvenir d'un moment où, en tant qu'adulte, j'ai été punie, de regarder qu'est-ce que j'avais fait, quelle a été la punition, comment je me suis sentie, quelle vision je garde des adultes par rapport à cet instant-là, dans quel état était l'adulte, essayer de se relier aux intentions de l'adulte à ce moment-là et de voir le bilan X années après de l'impact des punitions. Et quand j'entends ce que les enfants, enfin ce que les adultes que nous sommes ont retenu des punitions, je me dis ça m'interroge vraiment. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc là, dans ce tour de cercle, ils avaient retenu qu'on ne peut pas faire confiance aux enfants, aux adultes, qu'on ne peut pas dire la vérité, que les adultes sont méchants, qu'on peut perdre sa vie, enfin des trucs vraiment lourds. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut éduquer sans punition et récompense? Moi, je suis absolument certaine que oui, et c'est pas simple, parce que ça demande une déprogrammation. Et je suis pas en train de vous vendre un truc, ah ouais, c'est super facile. Non. Ça demande de recréer une vraie qualité de relation avec soi, déjà. De confiance dans la relation, et d'apprendre justement à faire ce que je te disais tout à l'heure, même dans les familles et dans les classes. Poser un cadre qui va être réévalué à certains moments, qui va évoluer en fonction de l'âge, et puis d'inviter progressivement l'enfant à prendre la responsabilité de ses actes, bien sûr en fonction de l'âge. On ne va pas demander la même chose à un enfant de moins de 7 ans qu'à un enfant de plus de 7 ans, à un ado ou à un jeune adulte. Mais juste de voir comment ensemble on va
accompagner le mouvement et comment aussi on va accompagner la confiance. Parce qu'il y a des... On a vu dans les punitions, dans l'exercice, par exemple, je casse un vase et je suis privée de sortie pendant 15 jours. Waouh, en termes de cohérence, super intéressant. Et comment, si je casse le vase, je peux être accompagnée dans le fait que je puisse pouvoir partager combien je peux être désolée et comment peut-être ensemble on va trouver des stratégies pour que je sois plus à l'aise et que j'ai plus confiance en moi pour que la prochaine fois où on me demande de porter un objet précieux, que je ne tremble pas comme une feuille et que finalement je vive la catastrophe. Et est-ce que tu peux nous parler toi de ton expérience de maman justement? Ouais, alors moi j'ai pas été quelqu'un de puni et alors c'est très marrant. Il n'y a pas longtemps, j'ai interrogé ma maman parce que j'aime beaucoup maintenant revoir mon histoire et je lui dis, j'ai pas souvenir d'avoir par exemple pris une gifle. Elle me dit, je vois pas pourquoi je t'en aurais donné parce que moi j'en ai pas reçu. Et elle me dit, ah si, j'en ai reçu une fois. Je fais, ah bon? Elle me dit oui, parce qu'elle était à l'internat toute petite, ma maman, elle avait 6 ans, elle était chez les religieuses. Et puis un jour, ils avaient un jour où ils pouvaient sortir, elle était allée à l'épicerie du village, à prendre une bouteille d'eau de Cologne, parce qu'elle n'avait plus d'eau de Cologne. Puis elle avait dit, c'est mon papa et ma maman qui viendront me payer. Et comme mes grands-parents étaient des gens qui avaient peu de moyens, quand ils avaient vu qu'ils étaient obligés, entre guillemets, de payer la bouteille, quand elle était rentrée le week-end d'après, c'était ramasser une gifle. Mais c'est la seule gifle qu'elle ait reçue et elle me disait, j'aurais pas eu de raison de te taper. Et moi, je me suis vue à certains moments courir après mon fils parce qu'il voulait pas faire ses devoirs et vraiment le secouer comme un prunier. Et je vois que ça reste encore marquant pour moi, à certains moments, d'avoir eu moins les moyens que ce que j'aurais aimé. Et je sais aussi que tout est transformable et que même si à un moment dans notre vie, on pourrait considérer qu'on s'est planté, ça je fais un clin d'œil à Michel qui dit « quand je me plante, je pousse », de voir qu'on peut transformer ça, partager des regrets et puis dire c'est parce que je me suis vue à certains moments dans certaines situations plus tragiques que j'ai choisi en tout cas d'emprunter une autre voie. Et j'adore les relations avec lesquelles que je vis aujourd'hui avec mes enfants. Et justement, j'avais expérimenté l'exercice de la punition avec eux. Et puis, ils n'avaient pas beaucoup de souvenirs d'avoir été punis à la maison. Par contre, l'école nous avait tiré d'affaire, donc ça, c'était remarquable. Et à la fin, ils disaient « Maman, vraiment, fais-leur faire l'exercice à tous les profs et tous les parents pour qu'ils puissent mesurer l'impact. » Donc, toi, tu n'as jamais puni tes enfants? Mais je pense que si. Je suis même sûre que oui. Mais ça fait quand même plus de 15 ans maintenant que j'avance avec ce processus. Ce qui me revient plus, c'est de ne pas avoir su accompagner la colère de ma fille aînée. Ça vraiment, ça je me souviens, c'était marquant. Je l'ai travaillé hier d'ailleurs avec un collègue pour pouvoir aller parler à ma fille du peu de moyens que j'avais à ce moment-là pour la colère. Je l'ai vu la mettre dans la chambre pour dire ça suffit. Et ça, je crois que ça reste encore profondément marquant pour moi. Alors qu'aujourd'hui, je sais que c'est une énergie de vie et que c'est juste le pied quand un gamin est en colère. Alors je ne dis pas que ce soit simple. Hein. J'ai de la compassion maintenant quand je vois les enfants se rouler par terre dans les magasins. J'ai de la compassion pour les parents en disant l'inconfort, parce que quand je voyais la mienne se rouler par terre, je me disais oh mon Dieu, soit je lui tape dessus, ils vont me dire c'est une mauvaise mère, soit je fais rien puis ils vont me dire que je suis une mauvaise mère. Donc je la prenais sous le bras et on rentrait à l'appartement en disant oh là 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 là. Donc dans ces cas-là, tu ne disais rien? Quand ta fille se roulait par terre, tu te disais pas c'est un caprice? Alors, je ne sais pas ce que je me disais, mais en tout cas, je crois que le premier mouvement, c'était la honte. Parce que moi, avant d'avoir des enfants, quand je voyais des gamins se rouler par terre, par exemple dans un magasin, je me disais « Ah, ils sont mal élevés. Ah bah alors là, moi, ça, c'est pas un truc comme ça qui m'arriverait. Oui, eh ben, j'aurais mieux fait de la fermer. À ce moment-là, ça m'aurait tenu chaud aux dents. Parce que la première, moi, elle était super enragée. Et quand c'est comme ça, je me souviens un jour, elle se jetait en arrière dans le magasin et j'étais avec mon mari. On l'avait prise, on est sorti du magasin en disant mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Elle se débattait et on espérait
tous les deux, qu'elle s'épuise et qu'elle s'endorme. C'est les seuls moyens qu'on avait. Non, mais sincèrement, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Tu ne cries pas, tu n'as jamais crié, fais du chantage. Si tu arrêtes de pleurer, tu auras des bonbons. Je sais, il y a des moments, sincèrement, je te jure, hein, je me dis, j'ai dû faire ça, parce que franchement, je ne voudrais pas paraître... je me souviens encore d'une crise où, dans un aéroport, on avait acheté un sachet avec des amandes au sucre, et elle voulait tout le sachet. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je voudrais qu'on partage. Elle avait 2 ans et demi. Et elle avait fait une telle crise. J'ai non, je veux qu'on... Bref, elle a fini par s'endormir d'épuisement dans l'avion après que son père lui ait mis un peu d'eau comme ça pour la ramener, parce que quelquefois elle perdait connaissance dans les colères. Mais je me dis, mais non, mais tous ceux qui nous ont vus dans cet aéroport, ils devaient dire, mais c'est vraiment des parents en dessous tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, mais je veux consacrer, j'espère que le créateur, je ne sais pas comment il s'appelle, un dieu Bouddha, Mahomet XB27, il va me donner autant d'années de vie que ce que je peux pour donner en fait du temps aux parents et aux éducateurs. Vraiment, ça c'est mon rêve. Vraiment. Et maintenant, quand je vois un enfant qui se roule par terre dans un magasin, premier réflexe, souvent je dis aux parents, j'imagine que c'est pas simple pour vous. Et je vois qu'il y a quelque chose là. Et puis je dis au gamin, visiblement là, il y a un truc que tu aurais voulu, puis ça se passe pas comme tu veux. Juste ça. Donc tu le rejoins. Acter. Et puis je fais souvent, je lui dis même, je suis même sûre que tu es en train de te dire que ton parent, ou ton papa ou ta maman, ils devraient acheter ce truc. Et puis je vois déjà l'effet. Puis après j'accompagne comme je peux, souvent le mouvement. Mais je vois que j'ose plus venir en aide, d'abord par un regard de compassion. Puis quelquefois je dis aux parents, est-ce que vous voulez un tout petit peu d'aide? J'ose maintenant dire. Et ça c'est confortable pour moi. Et est-ce que tu crois que ça suffit? Par exemple, encore, si on reprend l'enfant qui fait sa crise parce qu'il veut tel jouet dans le magasin, il le veut maintenant, juste de le rejoindre. Ça va dépendre de l'âge. À un moment, faut pas être, comme tu dis, hein, la STNV c'est quand même aussi un processus de fermeté. Mais jusqu'où s'arrête l'empathie et à partir d'où commence la fermeté? Parce que moi je pense que j'arriverai assez vite à la fermeté, un peu trop vite. C'est ça. Oui, alors ça c'est intéressant de voir tous les moments où j'ai moins les moyens que ce que j'aimerais d'être dans une forme d'accompagnement. Il y a des moments, tu en as plein le dos, tu es fatigué et ça juste à te permet de repérer que toi tu es fatigué et qu'à ce moment-là, quand tu vois les moyens qu'on pourrait dire comme limités dans la relation, de dire oh là là, là je vois que je suis à saturation. Alors, je vais prendre du temps pour aller me ressourcer et je reviendrai après. Parce qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Pourquoi quand maman est fatiguée, c'est moi qui dois aller se coucher ?» J'adore cette phrase d'enfant. C'est-à-dire que je rentre chez moi, je suis fatiguée, je dis aux enfants « Allez vous coucher ». Non, mais après on se dit « Ils sont schizo ». Non, mais c'est juste, j'ai pas conscience de ce que je suis en train de partager. Et donc, pour moi, par rapport à la colère, d'abord, ça va dépendre de l'âge. Et ça, c'est tous les travaux des neurosciences. Donc là, je vous invite vraiment à regarder les conférences de Catherine Guéguin. Sur l'avancée des neurosciences et de voir qu'on ne réagit pas de la même manière avec un enfant en fonction de l'âge et de la maturité du cerveau. Mais le simple fait d'acter qu'il est en colère, qu'il a certainement, et il a toujours les bonnes raisons d'y être, déjà il y a quelque chose qui se pose. Donc, ouais, je vois que tu es enragé, en colère ou agacé ou énervé. Donc c'est partir du principe que sa colère est juste. De toute manière, c'est ce qui est. Et les émotions, c'est le témoin de la vie en nous. Donc la colère, elle est en lien avec ce qu'on se raconte. Donc dans la colère, je me raconte que j'aurais dû ou pas dû faire quelque chose, ou que l'autre aurait dû ou pas dû faire quelque chose. Et quand dans les magasins, je fais « Bah ouais, tu te dis que ta mère, elle devrait t'acheter ce jouet, quoi. Franchement. Hein? Oui. Ok. Est-ce que tu te dis encore autre chose? En fonction de l'âge. Hein. Et ça, c'est fabuleux de voir. Et puis après, il y a un moment où, est-ce que tu te dis encore autre chose? Est-ce que tu dis elle est méchante? Oui. Ouais. Et puis que c'est pas juste? Non. Et puis que tu préférerais même avoir une autre maman? Oui. Non. Du coup, toi, ça fait ça. Tu vois, des trucs. Ok, mais oui, parce que pour toi, c'est important d'avoir un nouveau jouet. Parce que tu aimes découvrir les choses, puis peut-être tu aimes avoir ce jouet pour jouer avec un autre copain. Est-ce que c'est ça? Oui. Toi, tu es accompagné, juste d'aller regarder. Mais ouais, parce que t'aimes les nouveautés, t'aimes découvrir.
Et puis peut-être parce que tu aimes avoir le même jouet que ton copain. Parce que comme ça, tu vas pouvoir partager ou échanger avec lui. Oui. Hop, toi, devoir, hop. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Puis en même temps, est-ce que tu veux écouter ce qui se passe pour ta maman? Tu vois, juste. Alors quand je dis juste, c'est le fruit d'un peu d'expérience. Mais en même temps, je crois beaucoup à la simplicité de ce processus. Vraiment. Alors là, on parle des enfants. Maintenant, si on parle des ados. Et, donc juste des enfants qui ont grandi. Des enfants qui ont grandi. La dernière fois qu'on était en stage, tu racontais une anecdote avec ta fille qui avait vécu quelque chose avec ses copines, il me semble. Et elle a dit à ses copines que toi, elle pouvait tout te dire. Ah oui. Et qu'elle ne pouvait pas, a priori de ce que j'avais compris, c'est qu'elle ne te mentait pas, elle te partageait tout. Comment on fait justement pour que notre enfant, notre adolescent puisse se confier à nous? Comment créer une relation de complicité pour qu'il ne nous mente pas ou qu'il puisse se sentir suffisamment à l'aise pour exprimer quelque chose peut-être de difficile? Alors j'aime beaucoup interroger cette notion, ce qu'on appelle du mensonge. Parce que le mensonge, c'est quoi? C'est juste que l'autre ne dit pas ce que nous, on imagine être la vérité. Et que le mensonge, c'est une stratégie particulière qui est juste le témoin d'une absence de confiance dans la relation. Qu'est-ce qui se passe? On est petit et puis on nous dit il faut finir ton assiette avec les épinards. Parce que sinon on va être puni. Alors on mange les épinards, mais on est moyen content quand même. Et un jour on rentre de l'école, on voit un gâteau au chocolat dans une assiette. On le mange tout entier, on est content. On se dit alors cette fois on va avoir une récompense. On a tout fini l'assiette. Et là le parent rentre, qui a mangé le gâteau? Moi. Parce que je me dis alors là cette fois je vais avoir une récompense. Et là c'est le jour où il fallait partager. Ça fait des années que je rêve de partager les épinards. Et là il fallait partager le gâteau. Au chocolat. Au chocolat. Bon, donc là déjà ça interroge, je me dis ça j'ai un truc que j'ai pas dû comprendre. La fois d'après, je vois un gâteau au chocolat. Nous sommes des êtres de plaisir, je vais le manger. Par contre, quand quelqu'un va me dire qu'il a mangé, je vais dire c'est Maëlan. Parce que je peux pas dire la vérité, parce que je vois que la vérité ça a des conséquences. Donc quand on parle de mensonge, de mauvaise foi, de, vous voyez, toutes ces étiquettes, c'est le témoin de... Moi je m'interroge, me dire qu'est-ce que j'ai mis dans la relation pour que cet être ait si peu la confiance de pouvoir révéler sa vérité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a tellement de peur, tellement d'inquiétude des conséquences? Donc pour moi, ça, c'est l'aboutissement d'une relation de confiance. Et puis en même temps, j'aime l'idée que les êtres humains aient aussi leur jardin secret à certains moments. Ça, c'est aussi une notion que j'aime beaucoup développer. Et donc les adolescents, je vois que dans notre culture, on stigmatise ce passage. Donc moi, quand je fais des conférences autour de l'adolescence, je dis l'adolescence, c'est un passage. Alors j'écris passage P-A-2-S-A-G-E et en dessous, je dis contrairement à ce que vous êtes peut-être en train de vous imaginer, passage P-A-S, plus loin, sage, S-A-G-E. C'est un passage, c'est pas une maladie, la preuve, on s'en est tous sortis. Et que globalement, c'est juste une maturation et c'est la résultante de ce qu'on a généré quand les enfants étaient petits. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, il dit non. 18 mois et l'enfant dit non. Ça fait rire tout le monde. Oh, puis on dit il a du caractère. Oh là là, on est super content. Oh là là, mon enfant, oui, il a du caractère et tout. Puis moi je leur dis oh là là, souvenez-vous de ce moment parce que quand il en aura 15 et qu'il vous mangera sur la tête, on verra si le caractère, vous en faites toujours une gloire. Vous voyez, on se dit, ah ouais, mon enfant, oh là là, il dit non. Il a dit non à sa grand-mère. Oh là là, ça a vu la tête de sa grand-mère. Ok, l'adolescent, il a juste 10 ans de plus que celui qui avait 18 mois plus machin des années. C'est juste le même être. Donc là, on s'est réjoui quand il avait 18 mois, parce que ça fait rire tout le monde. Tu veux venir jouer avec ta grand-mère en vacances? Non! Oh, il t'aime. On est fiers, hein. Et puis à 15 ans, ta grand-mère, tu veux venir à l'anniversaire? Ouais, putain, elle pète le jonc, elle peut pas faire son anniversaire le dimanche, là, l'autre, au lieu de faire le samedi soir quand on a un plan. Et là, ça nous fait pas rire. C'est le même. C'est le même. Juste, donc,
cette idée, pour moi, elle est importante de voir que c'est comme une résultante. Si ce n'est que, à partir du moment où il y a une maturation des hormones sexuelles, le cerveau de ce qu'on a appelé un enfant mature, et à ce moment-là, on développe des compétences particulières qui sont l'argumentation et la contre-argumentation. Et là, ça ne nous arrange plus du tout. Donc ça nous arrange pour l'école quand ils reviennent avec des dissertes où ils ont argumenté, contre-argumenté, on se dit « Oh, j'ai pondu un génie ». Vraiment, non, vraiment, il en a sous le pied. Hein. Et puis, quand ils argumentent et contre-argumentent pour aller à l'anniversaire de leur grand-mère, là, ça ne nous fait pas rire. Donc pour moi, quand on parle de cette crise de l'adolescence, on parle de notre crise à nous. Il y a une double crise. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que j'ai les moyens d'un comportement d'humain à humain, enfin, si on vous préserve une étiquette d'adulte à adulte. Et c'est là où je vois mes limites de la communication. Et donc, c'est comment je vais passer d'une autorité sûre à une autorité avec, d'un pouvoir sûr avec un pouvoir avec. Mais ça, pour moi, je peux déjà vivre ça avec mes enfants petits. Et à ce moment-là, l'adolescence, c'est l'adolescence. C'est une période d'exploration différente, c'est tout. Avec l'entrée dans la sexualité, avec... voilà. Mais c'est pas une maladie. Et donc je trouve important de réfléchir à ça bien en amont. Et que l'adolescence, c'est aussi quelque chose pour moi d'important, c'est un double deuil. Donc l'enfant, il fait le deuil du parent idéal, parce que si demain tu as un enfant, les premières années, tes enfants vont dire « Ma maman, c'est la plus jolie de la Terre ». Alors toi, évidemment, tu diras oui, ouais, c'est pas faux, parce que ça fait du bien. Et puis, l'homme avec lequel tu auras eu cet enfant, les enfants diront « C'est le plus fort de la Terre ». Alors, ton compagnon dira « Ouais », ça, par exemple. On aime être les plus ceci, les plus cela. Et à l'adolescence, eh ben, le gamin, il se rend compte qu'il gagne en discernement. T'es pas plus jolie ni mieux que les autres mères, enfin voilà. Et puis le mec avec qui tu l'as, c'est pas Rambo. On est passé de là à là. C'est ça, il y a un ajustement et puis le mec, c'est pas Rambo. Donc toi, le gamin fait le deuil du parent idéal, puis toi, en tant que mère, bah, tu fais le deuil aussi de l'enfant idéal. C'est-à-dire quand il est petit, il dit « Moi, je serai pompier ». Alors toi, tu lui achètes un camion de pompier à Noël, tu vois. Puis ça fait rire tout le monde. Puis il y a celui qui dit « Moi, je serai avocat ». Alors là, tu dis « Oui, la maîtresse d'ailleurs en CP me dit fort potentiel ». Voilà. Puis à l'adolescent, ton gamin, il dit « Moi, je veux être pompier ». On dit « Écoute chérie, secoue-toi. Hein, on va te payer des cours particuliers, tu vas te ressaisir. » Puis l'autre qui disait je voulais être avocat, dit finalement je suis devenu végétarien et je les bouffe les avocats maintenant, j'ai rien à foutre. Voilà. Et donc là, ça nous aide aussi à voir comment nous, à certains moments, on a projeté des choses et comment on va cheminer nous en prenant la responsabilité de notre projection. Donc c'est juste un chemin. Et alors toi du coup, avec tes enfants, alors tu disais que tu as des bonnes relations et comment tu expliquerais, alors tu l'as dit, mais comment tu as créé vraiment cette complicité et faire en sorte que, enfin, de ce que j'ai compris, hein, qu'ils puissent vraiment te confier tout. Enfin, tout, c'est ce qu'ils veulent. Hein. D'accord, je ne suis pas en mode... Ça, je dirais que c'est le fruit... Tout en gardant une limite. Hein. Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs il y en a. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas ce que ça veut dire une limite à ce moment-là. Je veux dire, c'est pour moi, c'est le fruit d'une évolution. Parce que quand j'ai découvert la CNV, dans un premier temps, personne ne m'avait dit que ce n'était pas un processus à partir duquel on parlait en OSBD. Donc je suis arrivée chez moi et comme j'avais vécu quelque chose d'intense en stage, je voulais absolument le partager et je m'y suis prise certainement de la manière la plus maladroite. Voilà. Et ça, je dis beaucoup maintenant dans mes stages. Mais je vous en supplie, appropriez-vous le processus d'abord à l'intérieur de vous et peut-être qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'exprimera. Et dans un premier temps, je leur disais « Oh là là, alors quand j'entends ça, je me sens, parce que j'ai besoin d'eux. » Est-ce que tu serais d'accord pour... Et ils étaient atterrés. Donc au début, j'ai vécu vraiment beaucoup de conflits par rapport à ça, en disant « Mais c'est n'importe quoi, mais ta CNV à la con !» Donc voilà. Et puis moi, il y a un truc au fond, je me disais « Je suis sûre que ce processus, il est d'une puissance incroyable, je ne veux pas lâcher mes rêves. » Et puis au fur et à mesure des rencontres, des formations,
Et puis je pense de l'évolution aussi des formateurs. Il y a comme quelque chose qui s'est transmis en disant oui, c'est un processus de repère interne, je regarde à l'intérieur de moi ce qui se passe et quand je vais exprimer quelque chose, comment je vais l'exprimer d'une manière à ce que ce soit audible pour les autres. Et je crois que maintenant on est à un niveau où ils ont vraiment intégré, je crois, l'essence du processus et on arrive à échanger Et tu parles de tes enfants? D'une manière assez confiante et équivalente. Et puis surtout, la grande différence, c'est quand même que chez moi, aujourd'hui, je cherche quand même beaucoup moins souvent à avoir raison. Et ça a été un grand changement. Moi, j'ai été éduquée dans une lutte de « il faut que j'ai raison ». Et je vois qu'en lâchant ça, ça leur laisse aussi un espace. Et puis j'aime aussi les voir maturer, les voir s'interroger sur des choix de société, sur la consommation, sur les relations. J'adore ça. Oh, moi je me dis, je suis une maman mais extatique quand je les entends, comment ils vivent leurs relations au travail, avec eux. Ouais, j'ai de la fierté, je dirais, d'être arrivée là. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question, qui est d'après toi, alors c'est peut-être une question difficile, où s'arrête le devoir du parent et où s'arrête le devoir d'un parent et la loyauté de l'enfant envers le parent. En gros, déjà, est-ce qu'on se doit quelque chose? Si on se doit quelque chose, qu'est-ce qu'on se doit? C'est peut-être un peu large et un peu flou comme question, mais voilà, où s'arrête le devoir du parent et le devoir de l'enfant envers le parent, quoi. Oui, j'entends cette interrogation sur cette notion du devoir, des deux côtés en tout cas, qui t'interroge. Donc j'imagine ça fait référence à des trucs pour toi. J'entendais beaucoup parler de déjà le respect. Mais bon, ça veut dire quoi, respect? Et donc, voilà, selon l'éducation qu'on a eue, voilà, les frontières ne sont pas les mêmes. Alors ça, j'aime beaucoup aussi travailler ça, parce que j'ai beaucoup travaillé ça avec les ados, notamment dans les banlieues, en disant, ouais, attends, le respect, etc. Je me dis, mais le respect de quoi, mon gars, tu vois? Donc, j'ai vu qu'en fonction des situations, il y avait derrière, à chaque fois, quelque chose qui allait plus profondément. Donc, je me souviens avoir accompagné un jour un gamin qui était furieux, parce qu'il avait été éjecté d'une classe, parce qu'il était arrivé 2 minutes après l'heure. Et donc au moment où il avait dit bonjour à l'enseignante, elle lui a dit au revoir. Il était enragé parce qu'il était resté 4 heures dans le couloir, c'était un cours de 4 heures. Et j'ai accompagné la colère, et il disait ouais, le respect, etc. J'ai dit, respect de quoi? Et donc on avait accompagné la colère ensemble dans la classe, où il était passé par toutes les images d'ennemis qu'il avait de cette prof, jusqu'à un moment, regardez, que ce gamin, il faisait 2 heures de trajet matin et soir, il a vu un décalage de RER et il est arrivé 2 minutes après et la conséquence c'était 4 heures. Et pour lui, le respect, c'était respecter les engagements mutuels, c'est-à-dire qu'elle arrive à l'heure, eux aussi, et qu'il y ait le même niveau de tolérance, parce que quelquefois cette enseignante, elle arrivait avec 30 minutes de retard, elle disait mais moi j'ai le droit parce que je suis l'enseignante. Et que là, je vois que ça l'avait mis en colère. Et donc, quand il était sur cette notion de respect de l'engagement de part et d'autre, je lui ai dit, est-ce que tu préfères aller voir cette enseignante en disant « Ouais, madame, vous êtes une et je vais vous péter les pneus, parce que c'est ce qui risquait de lui arriver à la prof, ou est-ce que tu préfères aller dire « Voilà, j'étais en colère, et puis je me suis fait accompagner dans cette colère, et j'ai vu que derrière, il y avait comme pouvoir respecter cet engagement du cadre pour les horaires et de voir comment on peut faire pour que ce soit juste de part et d'autre. Il disait, ouais, mais je vais avoir besoin d'aide pour dire ça, parce que sinon, elle ne va pas me reconnaître. Donc, tu vois, il y avait ça. Et donc, qu'est-ce qu'on doit? Alors, dès que j'entends doit, devoir, je me dis, oh, il y a un truc qui se coince à l'intérieur de moi. Et d'aller regarder encore le poids de l'étiquette entre parents, enfants. Toi, c'est dont je te parlais tout à l'heure. Pour moi, la question, elle est plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en tant qu'enfant de mon papa et de ma maman, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre en tant que papa et maman avec mon enfant. Et là, je crois que j'ai les clés tout de suite. Et de voir qu'est-ce que je vais mettre derrière cette notion de respect. Moi, je vois que
je ne veux pas vivre de décalage aujourd'hui entre la façon dont je me comporterais avec mes voisins et celle avec lesquelles je me comporterais avec mes enfants. Et Marshall faisait un truc en formation qui était drôle. Il séparait les groupes en deux et les deux ignoraient bien sûr la consigne. Hein. Donc dans une salle, il disait, voilà, vous êtes mes enfants, vous m'avez emprunté un marteau et comment... Enfin non, vous devez demander un marteau à votre enfant qui l'a pris. Comment vous allez lui demander? Puis dans l'autre salle, il disait, voilà, votre voisin vous a emprunté un marteau et vous, comment vous allez demander votre marteau au voisin? Et quand il revenait, il disait, à votre avis, il vaut mieux être le voisin ou l'enfant? Eh bien, les gens répondaient, devine quoi? Il vaut mieux être le voisin. Avec le voisin, tu vas te confondre, ah, gna, gna, excuse-moi de te demander pardon, est-ce que machin? Et le gamin dirait, tu l'as encore foutu où? Et donc pour moi, aujourd'hui, tu vois, cette notion encore d'étiquette parent-enfant, c'est vraiment un truc étonnant, quoi. Comme si l'enfant devrait faire des trucs différents parce que je suis le parent, et puis moi, je devrais dire, hey, c'est quoi que je veux vivre comme relation d'humain à humain? Et là, pour moi, quelque chose déjà donc, commencer par enlever l'étiquette de parent-enfant, quoi. En tout cas, moi, je vois que ça a un impact quand je joue avec cette étiquette-là. Vraiment. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de mettre des limites, que je ne suis pas capable de dire stop. Mais comme je dirais stop à un autre être humain. Je ne sais pas si ça t'éclaire. Si. Après, voilà, à vivre dans le quotidien, je pense que ce n'est pas évident parce que même si, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que idéalement, élever un enfant, c'est l'amener vers l'indépendance. Mais il y a quand même cet attachement affectif qui fait qu'on le voit, je pense, la plupart du temps, comme notre enfant. C'est notre truc. Et du coup, de se détacher de ça, je pense que c'est pas évident. Parce qu'on projette des choses et donc, par exemple, on aurait espéré qu'il devienne avocat et puis en fait, il veut devenir chanteur. Et voilà, je me dis... Enfin, moi, je n'ai aucune idée de comment je vais réagir, mais c'est clair que je ne serai pas parfaite. Ah ben ça, moi, ça me réjouit, parce que comme ça, on sera deux. Parce que là, j'étais seule, sinon. Mais moi, j'entends en tout cas que le rêve, ton rêve en tant que maman, ce serait de soutenir tes enfants vers une autonomie. Ouais. C'est-à-dire le fait qu'ils soient conscients qu'ils ont des besoins, qu'ils soient conscients qu'ils peuvent nourrir certains besoins, qu'un même besoin, 36 000 stratégies, et tu aimerais aussi les soutenir, j'imagine, dans la conscience de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a eux et il y a aussi les autres. Et que s'ils choisissent à certains moments certaines stratégies pour nourrir certains besoins, qu'ils soient conscients que peut-être ça aura un impact avec d'autres et comment ils vont pouvoir accueillir l'impact que ça pourrait avoir avec les autres. Et là où tu dis que c'est interrogeant, c'est que quand ce sont tes enfants, c'est quand même la chair de ta chair et que peut-être effectivement qu'il y a des moments où tu réagis d'une manière différente. Mais j'aimerais te dire que oui, bien évidemment, qu'il y a cette espèce de truc quand même qui fait qu'il y a une reliance. Alors moi j'avais lu un truc à un moment, des gens qui cherchaient, je regrette toujours, souvent parce que je lis des trucs et je ne garde pas, ils disaient qu'ils s'interrogeaient pour savoir si, quand on parle de l'intuition par exemple des mères avec les enfants, si chaque femme qui accouche ne garderait pas quelques cellules au niveau de là où était le cordon ombilical, de quelques cellules qui feraient qu'on est tellement comme ça proche, qu'on ait ces intuitions. Et j'adore cette théorie, qu'elle soit juste ou fausse, peu importe, parce que je me dis quand même que ça parle de ça avec nos enfants et que quelquefois dans la relation affective, peut-être c'est là où moi j'ai le moins de discernement. Et après je vais faire du mieux que je peux, mais parce que ce sont quelquefois mes enfants, comme tu dis, c'est ma chair de ma chair, peut-être j'ai moins les moyens quelquefois du discernement qu'avec les autres. Et ça, en tout cas, c'est ma réalité. Mais quand je me vois, les fois où je me vois, alors après, je peux revenir. Mais c'est un challenge. Et c'est en ça où je disais, j'ai démarré tout à l'heure en disant, ce sont mes maîtres. Et je m'incline devant ces trois êtres. Je me dis, je suis la maman la plus heureuse du monde d'avoir été choisie pour accompagner ces enfants-là, parce qu'en fait, c'est eux qui m'accompagnent. Et j'aime le voir comme ça, vraiment. Ouais, vraiment. J'ai tellement d'amour pour eux, pour tous les mouvements de conscience qui me permettent d'opérer. C'est incroyable.
vraiment. Et quand je les vois comme ces cadeaux qui me font grandir, déjà, tu vois, je porte un regard différent, quels que soient les choses, les conflits qu'on peut vivre. Parce qu'on vit des conflits. Et ça, c'est le pied. C'est important de le souligner que même toi, tu as des conflits avec tes enfants. Surtout moi, tu veux que je te dise, parce qu'avant, je me taisais. Parce que justement, j'avais tellement peur des conflits que je faisais tout pour que ça marche. Et au fond de moi, j'étais une cocotte minute. Le jour où ça a pété, c'était tragique. Et que maintenant, parce que je sais que le conflit, c'est une chance d'une relation particulière, alors je vais l'ouvrir. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose, quelque chose qui te paraît important? Peut-être merci, parce que j'ai de la gratitude sur le fait que tu es tellement persévéré pour qu'on vive ce moment-là. Et puis, je suis heureuse de l'avoir passé avec toi. Donc, merci pour ce que ça me permet de faire, dire oser. Et que... Ouais, je vois qu'il y en a pour qui c'est important d'avoir des vidéos, d'entendre des choses. Et que pour l'instant, je suis encore un peu en mode... c'est pas ma préférence. Donc, j'ai de la gratitude pour ce temps que j'ai passé avec toi dans la simplicité et nos authenticités partagées. Merci à toi. Pour moi, c'était vraiment un honneur de partager ce moment-là avec toi parce que je sais que tu es super occupée et puis que c'est pas ta préférence et du coup d'être sortie de ta zone de confort, je te remercie énormément. Je pense que ça va parler à énormément de gens. En tout cas, c'est mon souhait que ça contribue au plus grand nombre et que peut-être que ça puisse soutenir les éducateurs, que ce soit les parents, les enseignants dans leur façon d'accompagner et d'éduquer les enfants. Alors, ce que j'aimerais partager, c'est qu'en France, il y a une association de formateurs certifiés, l'Association française des formateurs certifiés en communication non violente, et pour ceux qui aimeraient faire des stages. Et puis, je voudrais aussi célébrer en tout cas l'intuition de mon amie et collègue Catherine Schmider, qui a créé cette association CNV Déclic Éducation, où notre intention, c'est vraiment de soutenir tous les éducateurs. Je mettrai le lien. Donc j'imagine que tu mettras le lien, parce que c'est une association aujourd'hui qui œuvre à la fois avec les parents et avec l'éducation nationale, et puis la petite enfance. Sur le site, vous verrez en tout cas le déploiement de cette association. Super. Merci beaucoup Véronique. Avec joie. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.